Aujourd'hui, les conditions pour permettre à un Sénégalais de voter, toutes les conditionnalités sont fixées dans la loi, à travers le code électoral. Le président ne peut pas, dans sa volonté unique, sa volonté personnelle, trouver une solution sur un processus électoral qui véritablement s'est retrouvé dans cette situation à cause de la négligence du gouvernement sénégalais qui avait tout simplement décidé d'aller vers une refonte totale du fichier électoral et d'aller vers la mise sur pied de nouvelles cartes d'électeurs et qui avait donné toutes les assurances pour que véritablement les Sénégalais puissent voter. La saisine du Conseil constitutionnel ne peut véritablement produire qu'un avis que le Conseil constitutionnel va donner au président de la République. Mais le Conseil constitutionnel ne peut pas être au-dessus de la loi. Le président de la République, pour une action, ou en tout cas pour tout simplement mettre en avant une certaine volonté, n'a que le décret pour pouvoir le faire. Alors que dans la hiérarchisation des normes juridiques, le décret est en dessous de la loi. Il y a la Constitution, il y a la loi organique, il y a les lois ordinaires. Donc, on ne peut pas mettre le décret à la place d'une loi. Donc, le président de la République n'a aucune possibilité de faire voter les Sénégalais à travers leurs pièces, leurs cartes, disons, le récépissé ou tout simplement le permis de conduire. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est d'abord du point de vue légal. Du point de vue de la faisabilité. Si vous avez un récépissé, mais vous ne savez pas dans quel bureau de vote vous devez voter, un récépissé, c'est une sorte de décharge qui permet de dire que vous avez voté, vous êtes inscrit. Par exemple, moi, je vote au centre des écoles des HLM Grand Médine au Parcelles Assainies. J'étais au bureau 7. Quand je me suis inscrit, après avoir reçu ma carte, je me suis rendu compte que je ne suis plus au bureau 7, je suis au bureau 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon bureau de vote a changé. Maintenant, si je n'avais pas ma carte, avec mon récépissé, j'allais faire la queue avec tous les problèmes que nous avons par rapport aux 47 listes, jusqu'au bureau de vote. On me dira non, vous n'êtes pas au bureau 7. Eux-mêmes, ils ne pourront même pas savoir dans quel bureau je suis. Donc, je serai obligé peut-être d'aller au bureau 5 ou au bureau 4, en tout cas chercher là où je me trouve. Donc, ce n'est pas faisable. En ce qui concerne le permis de conduire, ce document n'est pas fiable. Nous n'acceptons pas cette décision, nous la recusons. Nous considérons que tout Sénégalais doit pouvoir voter. Ils ont dit qu'ils ont produit des cartes, ils n'ont qu'à mettre les cartes à la disposition des populations et d'une manière à ce que ces populations-là puissent voter. L'autre aspect est également lié au fait que nous avons sur le terrain constaté qu'il y a une distribution sélective des cartes nationales d'identité et d'électeurs à travers des canaux parallèles. Il y a bien entendu une organisation autour des cartes nationales d'identité qui permet de mettre en priorité les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y a une tentative claire d'aller vers une fraude massive à ces élections-là, et c'est vraiment inadmissible, incompréhensible à la limite, parce que nous pensons quand même qu'au Sénégal, nous avons des acquis démocratiques qu'il faut sauvegarder. On ne peut pas aujourd'hui, sous prétexte de vouloir avoir un deuxième mandat ou de rester au gouvernement, de vraiment toucher à ces fondamentaux. C'est très dommage pour notre démocratie, mais nous allons nous battre pour que le Sénégal demeure le Sénégal connu des autres, c'est-à-dire une vitrine de la démocratie, de la défense des libertés, des valeurs et des principes. Mais nous ne sommes pas d'accord, nous voulons que les élections se tiennent à date due et qu'on mette à la disposition des populations leur carte électeur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut démultiplier les commissions de distribution, injecter toutes les cartes, ne pas en retenir et ne pas verser dans la distribution sélective. La 12e législature a été une déception.
il faut le dire, parce que quand on parle de déception, c'est par rapport aux attentes. Après la 11e législature, pour aller vers la 12e législature, il y a eu énormément de choses qui se sont passées entre-temps. C'est-à-dire, à un moment donné, les Sénégalais ne se sont pas contentés d'encourager les leaders politiques sur le terrain ou les membres de la société civile. Les Sénégalais sont sortis dans la rue pour qu'il y ait un changement. Vous vous souvenez tous du 23 juin. Il y a eu des morts. Les morts qui ont été recensés ne sont pour la plupart d'aucun parti politique. Ce sont des Sénégalais lambda qui sont venus à des manifestations pour exiger de vraies ruptures dans notre pays. Donc nous attendions à ce que la législature, la 12e législature puisse marquer ces ruptures-là, à travers l'initiative parlementaire, à travers le contrôle de l'action gouvernementale, à travers une vraie représentativité des populations au sein de l'hémicycle et la mise en avant des intérêts des populations pour qu'il y ait une correcte prise en charge de leurs préoccupations. Ce qui n'a pas malheureusement été le cas, parce qu'on a assisté plutôt à une, disons, complicité entre la majorité à l'Assemblée nationale et l'exécutif dirigé par le président de la République. Nous avions l'impression que c'est le président de la République qui en même temps occupait les postes de président de l'exécutif, chef de l'exécutif et chef de l'Assemblée nationale. Et c'est inacceptable, ça a été pour nous un recul extraordinaire, d'autant plus d'ailleurs, malgré la majorité, ils n'ont même pas voulu qu'il y ait une opposition à l'Assemblée nationale, que l'opposition s'organise à travers un groupe parlementaire. Ça a été une grande déception. Nous avons assisté à énormément de nébuleuses dans notre pays, l'affaire Big Togo, l'affaire ArcelorMittal, l'affaire Petrotim, l'affaire Envol Immobilier. Il y a eu énormément d'affaires. L'Assemblée nationale pouvait jouer un rôle d'éclairage par rapport à ces affaires-là, à travers tout simplement des commissions d'enquête parlementaire. Il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire. Nous pouvions également changer énormément de choses en faisant des propositions de loi allant dans le sens de satisfaire aux préoccupations des populations. Il n'y a eu qu'une seule proposition de loi qui a été une proposition de loi scélérate, liberticide, qui visait à empêcher à l'opposition d'avoir un groupe parlementaire. Il faudra bien évidemment l'expliquer très clairement aux populations parce qu'on pense que tout un chacun peut faire une proposition de loi, mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, la proposition de loi est envoyée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Effectivement, tout le monde peut écrire une proposition de loi. Il y a eu, nous par exemple au sein de Rewmi, la première proposition de loi qui a été déposée sur la table de l'Assemblée nationale est venue de Rewmi, parce que nous avions à l'époque pensé qu'il fallait une stabilité à l'Assemblée nationale en octroyant au président de l'Assemblée un mandat de 5 ans et non un mandat d'1 an renouvelable qui n'était en définitive qu'une épée de Damoclès au-dessus du président, de la tête du président de l'Assemblée nationale. Mais cette proposition de loi n'a pas franchi le bureau de l'Assemblée nationale pour atterrir au niveau des commissions, de la commission technique et en plénière. Parce que vous savez, il y a toute une procédure. Il faut déposer d'abord la proposition, ensuite la proposition doit être transmise à la commission compétente, puis votée en plénière. Il y a eu énormément de députés qui ont fait des propositions de loi sur la peine de mort, sur le suffrage direct au maire, parce qu'il y a des députés qui ont pensé que le maire doit être élu au suffrage universel direct. Tout ça, ce sont des propositions qui dorment encore dans les tiroirs du bureau de l'Assemblée nationale. Or, rien ne devrait s'opposer à ce que ces propositions de loi soient transmises à la commission compétente. Il revient aux députés de voter ou de ne pas voter. Ça va être une discussion. Mais illégalement, ces propositions ont été bloquées parce que la loi dit que la seule limite, c'est lorsqu'il y a ça doit toucher au budget et qu'il faut des mesures compensatrices. Donc, lorsqu'il y a des incidences financières. Mais malheureusement, en tout cas, il n'y a pas eu, dans ces propositions-là citées, il n'y a pas d'incidence financière.
Je n'ai pas entendu d'explication, en tout cas dans ce sens. On se rend compte juste que la proposition est encore dans les tiroirs, c'est tout. Il y en a parfois qui disaient que oui, c'était mal écrit, etc. Bon, il ne revient pas au bureau d'apprécier si c'est bien écrit ou pas. D'ailleurs, le bureau n'a même pas les capacités de pouvoir le faire. Il revient à la commission compétente de, justement, la commission technique doit pouvoir travailler pour faire des amendements, etc. Il revient aux députés de travailler sur ça et qui doivent être appuyés, bien entendu. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour ce qui est des commissions d'enquête parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui doit mettre en place une commission d'enquête parlementaire. C'est-à-dire c'est la majorité. Un Thierno Bocoum ne peut pas mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Et je ne suis pas sur les listes de Manko Taxawu Sénégal, c'est un constat et je pense que c'est une question qui est derrière moi. Je considère juste que ce qui est le plus important aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas une question de personne. Thierno Bocoum n'est pas indispensable. J'ai été un député, j'ai fait de mon mieux à la 12e législature. Nous espérons à la 13e législature qu'il y aura d'autres députés qui feront mieux que moi. Et c'est le plus important. Moi, j'essaie de mettre le focus sur les intérêts des populations. Aujourd'hui, on a besoin d'une masse critique pour pouvoir changer les choses. On n'a pas besoin d'une seule personne ou de deux personnes ou de trois personnes. On a besoin d'une masse critique, de personnes imbues de valeurs, de principes, qui travaillent pour les intérêts des populations. Et nous ne perdons pas espoir avec la coalition Manko Taxawu Sénégal. Non, ce n'est pas une question de chef de l'opposition. Vous savez, c'est un long processus avec la coalition Manko Taxawu Sénégal. Ce que nous avions comme ambition, c'est d'avoir une liste unique de l'opposition. Une liste unique de l'opposition devait véritablement exiger des leaders qu'il y ait un esprit de dépassement. Parce qu'une tête de liste, il peut n'y avoir qu'une seule. Il ne peut pas y avoir deux têtes de liste. En ce qui concerne le Rewmi, le président Idrissa Seck avait dès le début décliné ce poste-là en disant qu'au nom de l'unité, il préfère ne pas être candidat pour être tête de liste. Mais vous savez tous que le président Idrissa Seck a les capacités, en tout cas a le profil pour être tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal, de même que le président Malick Gakou, de même que Cheikh Bamba Dièye, Serigne Mansour Sy Djamil, etc., etc. Nous considérons que c'est une diversité qui s'est unie autour d'un programme qui est le programme de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Oui, vous savez, les propos du porte-parole du gouvernement sont assez révélateurs. Comment on peut dire que Khalifa Sall va donner un mot d'ordre pour Idrissa Seck? C'est comme si on anticipe un peu sur 2019. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire que Khalifa Sall ne sera pas candidat en 2019? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de révéler aux Sénégalais qu'ils feront tout pour qu'ils ne soient pas candidats? Je pense qu'il faut quand même qu'on respecte les droits des gens. Khalifa Sall est un maire qui a certainement des ambitions, qui jouit de ses droits civiques et politiques. Donc c'est inacceptable qu'on puisse dire que voilà, il y a un deal pour pouvoir verser ses suffrages sur quelqu'un d'autre. Ce que je peux vous dire très clairement en ce qui concerne Idrissa Seck, c'est que le choix de la tête de liste n'était pas pour nous une obsession. Logiquement, l'unité fait la force. Nous en étions tellement conscients que nous avons beaucoup travaillé pour qu'il y ait une liste unique de l'opposition. Mais nous pensons que le président Macky Sall et sa coalition sont tellement minoritaires dans ce pays que véritablement l'opposition va pouvoir, Inch'Allah, gagner les élections. Et ça, c'est une conviction forte.
Maintenant, nous travaillons, nous, au sein de Manko Taxawu Sénégal, pour avoir la majorité. Le président Wade a le droit de dire je continue à faire de la politique. Il en a le droit. Personne ne peut lui enlever ce droit. L'autre responsabilité, c'est la responsabilité d'une coalition, d'un parti politique, de désigner une personne comme tête de liste. La coalition gagnante a le droit de choisir le président Wade comme tête de liste. Je ne vois pas où se trouve le problème. Il revient aux populations de choisir. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, ceux qui disent qu'il n'a pas le droit, il doit se reposer, etc. Écoutez, ça, je pense quand même, il faut se limiter à sauvegarder ses propres droits, mais il ne faut pas quand même s'attaquer aux droits des autres. D'abord, mes perspectives politiques, véritablement, ne changent pas. Quand j'étais député, mon ambition, ma seule ambition a été d'être aux côtés des populations, de pouvoir travailler pour mon pays, pour le développement de mon pays. J'ai toujours dit qu'on n'a pas besoin d'être au gouvernement pour pouvoir le faire. Maintenant, du point de vue professionnel, je fais peut-être partie de politiques qui ont un emploi, en fait, disons, qui ont un métier, qui ont fait des études supérieures, etc. Donc, nous continuerons nos activités professionnelles. Moi, je suis juriste de formation, j'ai un diplôme d'études supérieures en communication et j'ai un master en diplomatie et en stratégie. Donc, actuellement, je suis dans la stratégie et les relations publiques en tant que consultant.